je vais appeler à nous rejoindre Christian Birbeau, qui est avec nous. Venez, monsieur. Vous êtes directeur régional d'Eiffage, construction sud-ouest depuis 1997. Bonjour, rebonjour. Construction et promotion, le siège est basé à Bordeaux, Bonjour. en Gironde, Ça va bien? mais vous travaillez dans toute la Nouvelle-Aquitaine et vous avez 1200 salariés. Nicolas Chabran est également avec nous, président de Ragoussi Gros Œuvres et Entreprise Générale. Bonjour monsieur. Gap dans les Hautes-Alpes, 47 salariés, société reprise en 2004, fin 2004, d'une entreprise qui avait été créée en 1932. C'est cela. Edith Bérard également. Bonjour madame, dirigeante de Gras Bolossa Électricité. Vous faites de l'électricité générale. Voilà, bonjour. Vous êtes à Perpignan, enfin la société est à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Vous avez 17 salariés, dont 6 apprentis, on l'a bien spécifié. Et c'est important, on en a parlé ce matin, mais on va en reparler cet après-midi. Reprise en juin 1999, c'est une entreprise qui a été créée en 1948. Martine Larua est également avec nous. Bonjour madame. Rebonjour. Voilà, présidente du groupe ISOR. Travaux d'enveloppe du bâtiment, isolation par l'extérieur, étanchéité, menuiserie extérieure. Vous avez 140 salariés. Vous êtes à Laval, en Mayenne, pour ceux qui ne le savent pas. Reprise en 2004 d'une entreprise créée en 1989. Et Marie Dupuis-Courte qui va nous rejoindre également, présidente de la maison Dupuis. Alors vous, bonjour madame. Alors, je vous en prie, vous faites de la couverture, de la charpente, de la maçonnerie, de l'isolation. C'est une entreprise qui est spécialisée en rénovation du patrimoine et monuments historiques. Et vous êtes à Cailly, près de Rouen, en Seine-Maritime. Vous avez 30 salariés, reprise en 2007, d'une entreprise créée en 1983. Est-ce que j'ai tout bon? Ah, parfait. Tu as tout bon. Et pour cette table ronde consacrée au futur, nous appelons également Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Il a du retard, contrairement à son ministre. Gilles Schnepp, PDG du groupe Legrand, et Geoffroy Roux de Bézieux, entrepreneur évidemment, et vice-président du MEDEF. On va le dire comme ça. Je l'ai fait pour le professionnel, je viens vous saluer également. Pas de raison. Ravi. Salut. Alors, je vais m'adresser à vous, monsieur Schnepp, entreprise Legrand. Vous, en tant qu'industriel, justement, le bâtiment de demain, le bâtiment connecté, c'est le bâtiment intelligent, c'est le bâtiment de demain, c'est ça? Oui, le bâtiment connecté, le bâtiment intelligent, le smart building, on peut utiliser toutes les formulations possibles. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'intérêt de la connectivité, c'est l'amélioration de l'usage pour l'ensemble des parties prenantes dans un bâtiment. Alors si on pense bien sûr aux utilisateurs du bâtiment, notamment dans le logement, on pense à des thèmes d'efficacité énergétique, on vient d'en parler avec le ministre, et donc l'efficacité énergétique passive, bien sûr l'isolation, les fenêtres, les ouvrants, mais aussi l'efficacité énergétique active, tout ce qui permet d'économiser l'énergie avec par exemple des thermostats. Les portes et les fenêtres, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, c'est le passif et l'actif, les deux sont nécessaires, donc je pense que les métiers sont très complémentaires. Et puis au-delà du logement, on pense aussi aux bâtiments tertiaires. L'ensemble des bâtiments, c'est 40% de l'émission de CO2 en France, plus de 40%. Donc ça veut dire que le bâtiment, il est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et donc en termes d'efficacité énergétique. Et puis c'est aussi sur le plan économique intéressant. Il y a également les éléments de confort, parce qu'on recherche du confort dans le bâtiment. Et donc, lorsqu'on parle de produits connectés, on pense par exemple à des produits qui permettent tous les aménagements de domotique, de confort, l'audio, vidéo, mais également les portiers qui sont connectés. Alors, il faut prendre des exemples pour être un peu concret. Un portier connecté, c'est quoi l'avantage? C'est que lorsque vous n'êtes pas là et que Amazon vient vous livrer un paquet, eh bien, lorsque vous agissez sur la sonnerie, ça transmet l'appel directement sur votre téléphone portable. Et donc, vous pouvez actionner à distance, par exemple, l'ouverture de la porte pour faire déposer l'objet. Donc, on comprend l'usage amélioré avec la connectivité. Et puis,
il y a les usagers, donc utilisateurs des bâtiments, mais également tous les professionnels qui peuvent avoir un intérêt à rendre le bâtiment plus intelligent. Alors on pense à la construction, mais on pense également à toute la maintenance des bâtiments. Il faut savoir qu'un bâtiment coûtera 3 fois plus cher à l'utilisation qu'il n'aura coûté à la construction. Et donc ici, il y a plein de métiers dont beaucoup ici sont des acteurs, qui sont autant de possibilités d'offrir des services aux usagers qui rendent les bâtiments plus sûrs. Alors on peut parler par exemple d'assistance à l'autonomie, qui est donc la silver economy, qui est un sujet qui, dans un pays dont la démographie est un élément important, représente une source potentielle d'activité pour beaucoup d'acteurs. On pense également aux professionnels de la maintenance, qui, par exemple, pour des bâtiments qui reçoivent du public, pour l'éclairage de sécurité ou pour tout type de contrôle d'éclairage, par exemple, on va offrir la possibilité d'avoir des services en disant « Eh bien, je peux savoir maintenant qu'une source de lumière est défectueuse à distance parce qu'elle a une adresse IP et elle va pouvoir me renseigner est-ce qu'elle est alimentée ou pas, est-ce qu'il est normal qu'elle soit alimentée ou pas, et est-elle défectueuse, auquel cas je peux intervenir. Ce sera carrément un organisme vivant, voilà. Ce bâtiment. Il y a un bâtiment du futur ou des bâtiments du futur, et puis il y aura aussi des quartiers du futur, je suppose. Oui, alors ce qu'on voit à l'échelle du bâtiment, petit, grand, tertiaire, résidentiel, est valable à l'échelle du quartier, de la ville. Et là, la notion de smart building devient le smart city, avec des développements qui sont extrêmement importants, puisque comme on veut aller vers une économie décarbonée, l'économie décarbonée, c'est aussi l'ensemble des usages qui deviennent décarbonés. On pense à la mobilité, en particulier à la mobilité électrique. On pense également à la microgénération, qui sont autant d'usages qui vont se développer avec un intérêt extrêmement palpable pour les usagers, puisque on sait aujourd'hui, enfin, vous êtes venus tous à Paris, pour certains de province, et donc vous voyez concrètement ce qu'est une ville engorgée, polluée, et donc tout l'avantage qu'on peut avoir à pousser la mobilité électrique. Donc ça fait partie des nouveaux usages, la microgénération, le stockage d'énergie, tout ceci, ce sont à l'échelle non plus d'un bâtiment, mais d'un quartier, voire d'une ville, et espérons-le, d'un pays, avec la possibilité de développer des vraies expertises qu'on peut ensuite déployer à l'international, des nouvelles solutions qui sont évidemment directement dépendantes de la connectivité des installations. Puisque sans la connectivité, vous ne pouvez pas réguler et exploiter les nouvelles sources d'énergie électrique. On va parler de la collectivité justement avec un homme du présent et du futur sûrement. On va accueillir Julien de Normandie qui est secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Bonjour monsieur. C'est... On va continuer sur ce sujet. Je vous prends un petit peu à froid, mais vous le connaissez bien ce sujet. Comment vous le voyez, vous, le bâtiment du futur, et que fait l'État pour l'imaginer ? Merci beaucoup. Veuillez m'excuser tout d'abord pour mon léger retard. Alors le bâtiment du XXIe siècle, c'est plusieurs enjeux, des enjeux ô combien importants. Je pense qu'il faut tout d'abord rappeler que c'est un enjeu en termes d'emploi qui est absolument fabuleux pour l'économie française. C'est 6% du PIB. Alors c'est des chiffres, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais 6% du PIB pour tous ceux qui sont dans le domaine économique peuvent mesurer à quel point c'est un secteur ô combien important en termes d'emploi. Et d'ailleurs, on l'a vu, à chaque fois que vous aviez une crise, eh ben, vous aviez tout de suite un BTP qui employait moins et des chiffres du chômage qui, de facto augmentaient. C'est 1 million de salariés, c'est plus de 500 000 entreprises qu'un certain nombre d'entre vous représentent aujourd'hui. Le deuxième enjeu pour le bâtiment au XXIe siècle, c'est évidemment, et vous en parliez un instant, un enjeu de transition. Comment le BTP s'adapte, apporte des solutions innovantes aux différentes transitions que notre société connaît en ce moment. Alors il y a la transition écologique, on en reparlera. Il y a la transition numérique dans tous ses aspects d'ailleurs, que ce soit dans l'aspect construction, que ce soit dans l'aspect domotique, que ce soit dans l'aspect des bâtiments connectés, comme on dit. Et puis, il y a aussi un sujet dont on parle moins souvent, qui est la transition sociale. Sociale parce qu'on le voit bien aujourd'hui, vous avez, pour ne prendre que cet exemple, une composition des ménages qui évolue, avec un nombre de personnes habitant dans ces ménages ou constituant ces ménages qui est en décroissance. Mais ça veut dire aussi savoir s'adapter en termes de mode de logement à fournir.
social également vis-à-vis du vieillissement de la population, qui est un enjeu ô combien important, et social également parce qu'il faut aussi entendre l'impatience des Français vis-à-vis de leur logement. Le logement, c'est le quotidien, c'est quand même l'espace sur lequel on passe le plus de temps. Si vous prenez le week-end, les congés, vous passez le plus de temps de votre vie dans le logement. Donc le bâtiment est le lieu de vie principal de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc là, vous avez une transition sociale avec une impatience de plus en plus forte de nos concitoyens. Et donc ça renvoie à des sujets de rapidité dans le domaine de la construction. Et après, il y a un enjeu qu'il faut aborder, parce que ça ne doit pas être un sujet tabou, qui est un enjeu de recherche et développement. Vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, le secteur du bâtiment, s'il y a quelque chose très certainement à accroître, à améliorer, c'est la part qu'il délègue de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Alors beaucoup de choses se font, c'est aussi une caractéristique à l'international, c'est-à-dire que cette faible part, vous la retrouvez à peu près partout. Mais aujourd'hui, c'est 0,1% du montant total du chiffre d'affaires qui est réinvesti dans la recherche et développement. Et c'est très certainement pas assez pour faire face aux transitions que j'évoquais. Et on l'a compris, alors dans le bâtiment du futur, il y aura des gens de plus en plus vieux, mais qui se portent bien, et des gens séparés, et des célibataires. Ça ressemblera à peu près à ça. C'est peut-être tiré à gros traits, mais en tout état de cause, ça fait partie de transitions et de dynamiques que nous observons et qu'il nous faut adresser, comme on dit. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'osez pas avec nos experts envoyer des SMS, mais surtout, n'hésitez pas, 31 035 FFB suivi de votre message, des réactions, des questions. On n'hésitera pas effectivement à les lire, à les poser à nos professionnels et nos experts pour répondre eh bien, le plus possible en fonction de nos échanges, bien sûr. Mais vraiment, voilà, vous avez effectivement le projet qui s'affiche. Allez-y, allez-y. 31 035 FFB 2017. Voilà, on attend tous vos SMS. Alors, Edith Bérard, vous avez une entreprise d'électricité à Perpignan. Et donc, vous, c'est un métier qui va directement, forcément, être impacté par l'émergence des nouvelles technologies et de la connexion dans le bâtiment. Comment vous vous y préparez ? Ben déjà, on a été fortement sensibilisés par toutes nos instances professionnelles, alors particulièrement par la FFIE, donc la Fédération française des installateurs électriciens, qui est une filière de la Fédération du bâtiment. Et en fait, le message, il est parfaitement clair. C'est aujourd'hui, tout le monde veut tout piloter depuis son smartphone. Et donc, bien, l'enjeu, enfin, les électriciens doivent absolument, il est vital que tous les électriciens se mettent à s'engager dans le numérique et puis aussi comment dire, à intégrer les objets connectés dans toutes les offres qu'ils vont proposer à leurs clients. Ça, c'est le constat, mais comment vous faites alors justement, concrètement, au quotidien ? Oui, alors bon, donc effectivement, moi j'ai essayé de réfléchir à la chose et je me suis dit, au-delà de mon entreprise du bâtiment, puisque je suis aussi présidente du syndicat du président du syndicat départemental donc des électriciens, je me suis dit il faut absolument que je me penche que je réfléchisse un peu plus sur la question. Et donc je me suis demandé comment une PME de moins de 20 personnes, comme la mienne, eh bien, pouvait s'engager dans cette démarche. Et voilà, donc tout naturellement, je me suis tournée vers d'abord mes collaborateurs, aussi certains confrères, et puis je les voyais, ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Pour eux, l'électricité, c'est un métier traditionnel. C'est vrai qu'il y a des évolutions, mais il n'est pas urgent de s'y mettre et ils ne voyaient pas tellement l'intérêt de... Et alors comment ? Qu'est-ce que vous avez proposé ? Alors bon, donc du coup, parmi mes clients, c'est vrai que je travaille avec le centre de formation de la CCI. Et j'ai appris qu'il y avait une formation en alternance d'ingénieurs sur concepteurs et de solutions, développeurs de solutions mobiles. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas recruter un apprenti, puisque chez moi, je sens qu'il y a une réticence qui vont un peu freiner des quatre pieds pour pouvoir travailler sur le sujet.
Et donc, je me suis dit, je vais prendre un apprenti. C'est vrai que c'est... Il sera beaucoup plus ouvert finalement aux nouvelles propositions. Disons que sa mission, ça sera, dans un premier temps, je lui ai donné comme mission de faire le tri, d'aller un petit peu, de faire un état des lieux en fait de tout ce qui existe sur le marché. Et donc, de regarder ce qui existe effectivement, d'aller voir les fabricants, d'aller sur les salons, sur Internet aussi. Et donc, régulièrement, on faisait le point. Et puis, je trouvais que c'était bon. C'est vrai que c'était un investissement pour une PME de prendre un apprenti. Est-ce que ça coûte cher, justement, d'innover? Est-ce que ça vous coûte cher? Disons que c'est aussi le prix de l'effort. C'est normal Enfin, voilà, moi, je voulais m'engager dans un effort, donc concrètement, il fallait que je fasse quelque chose. Mais c'est vrai que en prenant un apprenti, il y a des charges moindres. Donc déjà, je pense que c'est à notre portée. Donc c'est par là que moi, j'ai voulu un petit peu pousser mes équipes à réfléchir. Ce qui fait que régulièrement, ils faisaient le point ensemble. Après, petit à petit, les habitudes se sont prises entre le bureau d'études et ce garçon. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que on propose quasiment systématiquement dans nos devis, dès que ça le permet, en option. Alors même si le client ne l'a pas demandé, on propose justement de faire en sorte que les installations se pilotent à distance. Donc les clients le savent parce que forcément, moi, en tant que chef d'entreprise, ma préoccupation, ce que je disais à mes collaborateurs, c'est pas tant d'attraper des nouveaux clients. Bien sûr, ça, c'est tout chef d'entreprise a cette démarche. Mais c'est déjà, dans un premier temps, de ne pas perdre ce qu'on a, de garder les nôtres. Et c'est vrai que les clients, même s'ils nous aiment bien, ils n'hésiteront pas, si on ne leur propose pas le service, ils n'hésiteront pas à aller à côté voir. Alors, donc, voilà. Justement, on parle du numérique et en fait le numérique, on sait, touche l'ensemble de ce secteur, du vôtre, pas seulement l'électricité. Donc vous allez le voir sur ces images. On a préparé en fait un petit film à Nantes, à Lille. Les imprimantes 3D sont déjà à l'œuvre. Un chapiteau, des hommes, des robots. À Nantes, aujourd'hui, l'ambiance est plutôt techno. Ce qu'on a derrière nous, c'est très très simple, c'est une imprimante 3D. Donc l'imprimante 3D, ça fonctionne très simplement. On prend de la matière qui arrive par un petit fil qu'on va faire fondre un petit peu, c'est comme du plastique. Ce plastique, il fond, il devient un peu liquide. Ce dentifrice-là, il va durcir. Et donc, on va pouvoir remettre une autre couche dessus, puis une autre couche, et ainsi de suite. On fait une pièce. Et une fois que la paroi est terminée, eh bien, le robot, il va déposer sa main avec sa buse pour le polymère. Il va reprendre une autre buse, qui est un tuyau, et ce tuyau, il va venir l'amener et il va venir imprimer le béton à l'intérieur. Et de cette façon-là, on va pouvoir obtenir une paroi complète. Cette imprimante 3D a été imaginée au sein de l'Université de Nantes, en partenariat notamment avec le CNRS et l'École centrale. 12 mois de recherche avant le lancement du chantier. Voilà la maison finie. Si je la prends dans les mains et je l'oriente pour la mettre dans l'orientation même de la réalisation, vous voyez, on rentrera par la porte ici. Là, il y a un grand séjour, et ça, c'est un habitat social. Ce qu'on souhaite vraiment dans le logement social, c'est justement d'accélérer la construction de logement social. On sait qu'on est vraiment tendu sur le secteur. Et mettre la technologie au service, justement, de cette noble cause, on pense qu'à la fois, on va construire plus vite, mieux, plus propre. Mais cette technologie ne risque-t-elle pas d'avoir un impact sur l'emploi? Oui, alors c'est vrai que c'est le réflexe numéro 1 en disant, voilà, d'automatisation, on réduit les emplois. Mais en fait, dans le monde du bâtiment, et quand on a vu les responsables de la FFB localement et autres, la réaction était très différente en disant, finalement, c'est l'évolution naturelle des métiers et c'est aussi une vraie question pour diminuer la pénibilité du travail dans le gros œuvre. Quand vous avez les jeunes qui regardent comment on pilote un robot, peut-être que le maçon de demain, ça sera un pilote de robot. Il aura toujours besoin des compétences de maçonnerie, il aura toujours besoin de savoir ce qu'est un béton. Donc on est aussi sur cette anticipation de la mutation des métiers. Les murs de cette maison seront montés en 3 jours contre 3 mois sur un chantier traditionnel. Dans moins d'1 an, la mairie remettra les clés aux futurs locataires de ce logement social. Gagner du temps, construire moins cher, c'est aussi l'objectif d'Antoine Motte, patron de Construction 3D à Valenciennes. Alors Axel, c'est mon ingénieur pilote qui travaille sur le lancement de l'impression 3D. Donc on retrouve ici le tuyau béton et aussi le tuyau qui contient la donnée de mouvement qu'on va faire subir à la machine. Ici, avec cette machine, on peut faire 70 mètres carrés sur 3 mètres de haut en 24 heures.
Donc imaginez une maison par jour et par machine, ce que ça peut apporter en matière de développement, en matière d'aide en cas de catastrophe naturelle, comme on vient d'en avoir. Mais c'est pour moi la seule façon d'adresser le problème du mal logement en créant une arme de construction massive, efficace, pragmatique, déployable partout dans le monde et qui peut apporter une solution aux 1,5 milliard de gens qui l'attendent, 2,5 milliards en 10 ans. Dans cette société, on construit du mur brut, sans isolation. Une réponse pratique pour les constructions à l'étranger. Nous, on est plutôt en train de partir vers des marchés internationaux. On n'a pas de contraintes de normes, pas de contraintes trop réglementaires et où c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de travailler. À titre d'exemple, Dubaï est vraiment en première ligne sur ce sujet et à titre d'information, ils ont signé maintenant le fait qu'un quart des permis de construire devraient se réaliser en impression 3D. Donc aujourd'hui, ils ont un marché d'1 milliard avec les Chinois, ils ont des marchés colossaux qui sont en cours d'être lancés. Donc nous, on a intérêt à aussi prendre le lead sur des projets de ce type-là et de changer vraiment nos façons de faire pour qu'on ne soit pas les derniers de la classe dans la nouvelle façon de construire. Et parmi les premiers de la classe, il y a les élèves de cette école polytechnique de Zurich. En plus de compter 21 prix Nobel parmi ses anciens élèves, elle expérimente au sein de son laboratoire des solutions de construction robotique particulièrement innovantes. Reste une question, l'avenir du bâtiment appartiendra-t-il aux robots ? Voilà, il y a un pont à Amsterdam qui se construit actuellement en 3D aussi. Christian Virbeau, vous êtes directeur régional d'Eiffage. Ça vous bluffe, ce genre de machine? Vous regardez ça de près chez vous? Oui, je pense que je fais comme tout le monde, je regarde sur YouTube. Mais pour l'instant, sur nos chantiers, ce n'est pas encore là, quoi. Je pense qu'il y a une remarque qui a été faite dans l'introduction, c'est qu'aujourd'hui, la norme française ne permet pas de construire avec ces solutions, parce qu'il faut apporter des garanties, c'est structurel. La structure, c'est 10 ans de garantie, donc si les assureurs dans la salle, je serais intéressé pour ceux qui sont prêts à prendre le risque. Par contre, on est en train d'imaginer les chantiers de demain. Donc ces outils robots, je pense, fonctionnent très bien dans des usines, donc on peut imaginer demain, à travers une filière sèche de composants industriels fabriqués plus rapidement dans nos ouvrages. Ce matin, vous avez évoqué le bois. Biosourcés, éléments biosourcés, certainement de référence en termes de label d'ici 2018-2020. Donc certainement nos chantiers vont être transformés par ces solutions qui vont arriver dans des usines d'abord, qui vont fabriquer des composants et on va certainement pouvoir diviser par 2 les délais de chantier. Moi j'imagine plutôt par 3. Et je vais vous dire pourquoi, pour conclure là-dessus, c'est que je ne comprendrai pas que les générations actuelles et plus anciennes qui commandent sous 24 heures leurs vêtements, leurs chaussures, vont attendre 2 ans pour se faire livrer un logement. Est-ce que, à tous, là, ça vous fait peur, ce genre d'image? Parce que ça peut faire peur. On dit la machine va nous remplacer. Martine, Marie? Ou vous n'avez peur de rien, peut-être? Je sens que vous avez peur de rien. Non mais je vois, pardon, pour répondre à ce que vous dites, enfin relancer juste, il y a un SMS qui dit « Quid des systèmes connectés lors des ruptures ou pannes d'alimentation des réseaux ?» et surtout, pourquoi ne pas intégrer le coût de l'usage au coût de la construction? C'est-à-dire qu'on se pose la question aussi du coût dans tout ça et de la recherche et développement qui était aussi citée il y a quelques minutes par SMS. Je vais répondre à la question, est-ce que ça fait peur? Oui. Oui, ça fait peur parce que la peur est saine là. Donc on a devant nous un boulevard d'innovation. On sait qu'il va falloir qu'on s'y adapte. Quand j'entends à ma droite que les délais vont devoir être divisés par 2, voire 3, je suis d'accord avec le constat. Mais il y a une transformation importante de nos sociétés à mettre en œuvre, j'y reviendrai tout à l'heure, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc la peur ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, en aucun cas. C'est juste une appréhension, une saine appréhension pour que nous commencions à bouger. Mais comment vous vous préparez à cette révolution, vous, dans votre entreprise, vous, Martine? Alors, nous, comment nous préparons? Nous nous préparons grâce à l'augmentation des compétences. Ça fait des années que dans notre groupe, nous développons un programme de formation très élevé puisqu'on dépense, non, on investit de 5 à 6% de la masse salariale en formation. Formation, ça veut dire capacité à s'adapter à nos grands donneurs d'ordre quand on est sous-traitant, capacité à s'adapter aux maîtres d'ouvrage. Et pour ça, on a créé un centre de formation interne en 2012
C'est vrai que nous sommes une petite société hein, pour avoir un centre de formation. Mais à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre, également une pénurie de chefs d'équipe, et on voulait pouvoir répondre aux défis de la transition écologique. On veut toujours y répondre, et ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Monsieur le ministre est très enthousiasmant. Donc pour cela, on a mis en place un centre de formation que nous avons créé ex nihilo à Laval. Alors un centre de formation, j'imagine que tout le monde pense que c'est un lieu, c'est un bâtiment. Eh bien, parce que nous sommes petits, on l'a créé plutôt de manière virtuelle. Pour nous, le centre de formation, c'était avant tout du contenu et une méthode pédagogique. Vous voulez bien qu'on en parle tout à l'heure des compétences, oui. Et on va juste rester pour l'instant sur ce sujet qui est la technologie et l'innovation. Tout à l'heure, on a vu les imprimantes 3D, c'est quand même très impressionnant. Et la question basique, certes, mais enfin que je me pose, c'est qu'il y a encore du travail pour les hommes et les femmes. Nicolas Chabran. Oui, à court terme, oui. Hein. Après, on verra. Ça veut dire quoi à court terme? Dans 5 ans, on n'est plus là? Mais de ce qu'on a vu, c'est un film d'anticipation. Donc l'anticipation, ça arrive toujours un jour. Enfin, attendez, les voitures sans chauffeur, c'est demain déjà. Paraît-il. Ça, on peut imaginer que c'est demain aussi. Tout à fait. On aura tous du travail. Dites-nous oui. Oui. Pas le même. Pas le même, Régissez, je vous en prie. Oui, je pense que toutes ces évolutions technologiques, elles vont nécessiter une évolution des métiers et des compétences. C'est absolument indéniable. C'est une aide en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer en tout cas ces développements et ce serait une erreur. Nos entreprises, pour pouvoir se développer, elles ont besoin de cette innovation. Après, comment concrètement elle va prendre forme dans nos entreprises? On parlait tout à l'heure des normes. Effectivement, il va falloir faire un gros travail sur les normes avant de pouvoir déployer ce type de construction. Nicolas Chabran, donc vous dirigez une PME dans les Hautes-Alpes. Vous, l'innovation, forcément, la transition numérique, c'est une réalité, j'imagine, pour vous aussi, tous les jours. Tout à fait. Pour moi, je l'ai pris comme une opportunité, le numérique. Donc déjà en 2010, j'ai mis les tablettes sur les chantiers pour des chefs de chantier volontaires. L'objectif étant de réduire le papier, d'avoir tous les documents techniques et aussi les documents de l'entreprise par un serveur TSE, ce qui permettait, je dirais, d'être connecté déjà à l'entreprise. Et j'avais un chef de chantier qui n'était pas volontaire qui m'a dit « Oh Nicolas, on n'est pas des technocrates, nous les chefs de chantier ». Et aujourd'hui, puisqu'on les a généralisés en 2015, c'est le plus assidu, celui qui trouve le plus d'intérêt et qui trouve sa place. Voilà. Tout le monde a su s'adapter, justement. Exactement. Voilà. Ensuite, en 2015, on a fait une première expérience d'un chantier BIM. Hein, donc, Building Information Modeling, je me trompe pas. Yes, parfait. Et donc en fait, c'est autour de maquettes, ouais. Numériques. Hein. Donc, on a, je dirais, une grosse base de données qui centralise toutes les informations techniques. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le voile béton, vous avez son épaisseur, le ratio d'acier, la nature du béton. Vous cliquez sur la chaudière, vous avez sa puissance, éventuellement sa fiche technique, son modèle, etc. Donc, pour nous, vraiment, c'était une méthode collaborative et nous a permis de mieux travailler ensemble. Alors, mieux travailler ensemble avec les architectes, avec les bureaux d'études et avec nos collègues entrepreneurs. Et pour moi, ça concerne, je dirais, l'ensemble des entreprises, hein, que ce soit les grandes, que ce soit comme la nôtre, hein, 47 salariés, ou bien sûr les petites entreprises et les artisans. Une réaction SMS, pour être connecté, il faut quand même supprimer les zones blanches. Réaction? Alors moi, je suis excusez-moi, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde n'a pas le même réseau hein, en France. Hein. Je suis tout à fait d'accord, et là je me tourne vers monsieur le secrétaire d'État. Je pense que là, il y a vraiment un véritable enjeu de désenclavement de l'ensemble du territoire, parce que là, vraiment, il faut que toutes les entreprises, je dirais, soient reliées. Et je dirais, là où il y a du téléphone, il faut de la fibre optique. Et je dirais aussi, je rajouterais à un faible coût. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de 20 mégas, 1 200 € par mois. Je trouve que c'est un peu cher, si je peux me permettre. Non seulement il faut se permettre, mais c'est
un sujet qui aujourd'hui est inacceptable. C'est-à-dire que quand vous prenez la réalité du terrain, vous avez aujourd'hui en France un de nos concitoyens sur 2 simplement connecté au très haut débit. Et le très haut débit, ça ne veut même pas dire la fibre. C'est la principale des fractures territoriales qu'on puisse connaître. C'est une fracture dans toutes les activités des entreprises, c'est une fracture sociale incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où on parle de télétravail, au moment où on sait bien que la télémédecine va être un des vecteurs pour lutter contre les déserts médicaux, bah, tout ça c'est bien joli, mais si vous n'avez pas le très haut débit sur le terrain, sur le territoire, ça ne peut pas marcher. Et donc le gouvernement, et je peux vous dire que j'y passe un nombre très très conséquent d'heures en ce moment, le gouvernement a pris des engagements très fermes sur le sujet. On est en discussion intense, très intense avec l'ensemble des opérateurs pour convenir d'atteindre un objectif très clair qu'on s'est fixé, c'est-à-dire du très haut débit pour tous en 2022, mais du haut débit, déjà du haut débit dès 2020 pour tous et pour toutes les entreprises. Avec là encore une approche très pragmatique, c'est-à-dire demander à tous les opérateurs de prendre désormais des engagements contraignants, chose qui n'était jamais le cas jusqu'à présent. De mettre beaucoup de transparence aussi dans le système en publiant les avancées de déploiement. Et puis, il y a des négociations, notamment des négociations financières que nous avons entamées avec eux en leur disant qu'il faut plus investir pour aller plus vite, parce qu'il s'avère que c'est l'État qui octroie toutes les fréquences, tous les besoins dont les opérateurs, qui sont nécessaires aux opérateurs pour pouvoir opérer. Et donc on est dans ces négociations financières pour qu'ils investissent plus vite. Donc non seulement je cautionne ce que vous dites, même j'irai plus loin, je pense que c'est un droit essentiel pour tous les Français d'avoir du très haut débit et que c'est le plus grand des problèmes de fracture territoriale qu'on a devant nous, donc on va le régler. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Puisque la Fédération française du bâtiment est connectée, je crois qu'on a un petit sondage. Oui, tout à fait. On vous l'a dit tout à l'heure, effectivement. Pardon. On souhaite que vous ne soyez pas uniquement spectateur, mais aussi acteur de ces 24 heures. Et donc, vous pouvez réagir par SMS en posant vos questions ou simplement en réagissant. Mais également, maintenant, on a une question à vous poser tous. Donc, vous pouvez réagir tout de suite. Selon vous, le financement... Non, pas du tout. C'est pas celle-là. Pas du tout, c'est plus tard. Ça, c'est ce soir. C'est ce soir. Je lisais attractivement. Avez-vous déjà engagé la transition numérique dans l'entreprise? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Vous répondez donc par SMS en envoyant à FFB 2017, suivi de 1 ou 2 au 31 035. FFB 2017, suivi de 1 pour oui ou 2 pour non, au 31 035. Je répète la question. Avez-vous déjà engagé la transition numérique dans l'entreprise? Alors, la réponse est... Bon, la réponse en tout cas, la est question oui, est vague, mais au moins, c'est déjà une amorce. Alors, peut-être que vous pouvez... Il n'y a que 6 participants pour l'instant, donc ça ne fait pas beaucoup dans la salle. On a une oreillette. Mais on va y revenir après pour les résultats. Pendant ce temps-là, on va laisser monsieur le ministre peut-être repartir à sa tâche et sa feuille de route pour le bâtiment du futur. Ou alors, vous regardez le film avec nous, si vous voulez. Je voulais juste me permettre d'assister sur un mot que vous avez dit à plusieurs reprises, qui est la notion des normes et l'innovation. Oui, je crois que ça intéresse beaucoup les gens dans la salle. Effectivement, tout ce qu'on vient de voir sur ce film de l'impression 3D, des constructions 3D, il y a une dualité entre l'évolution de la société et notamment tout l'enjeu emploi que j'évoquais tout à l'heure, et puis l'attente, l'impatience de nos concitoyens. C'est-à-dire que, évidemment, si demain on peut construire 3 fois plus vite qu'aujourd'hui, il faut le faire. Mais plus encore, notre conviction, c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut laisser les acteurs, les professionnels, c'est-à-dire vous-même, avoir la capacité d'innover. Un exemple très concret. Le code de la construction, aujourd'hui, que vous connaissez par cœur, 2600 pages, il vous dit à la fois le résultat et le moyen pour arriver à ce résultat. Et donc l'engagement qu'on a pris, c'est l'un des éléments du projet de loi que nous allons présenter au Parlement tout début 2018, c'est dire on va réécrire ce code de la construction en disant le résultat, ce sera le même, avec les mêmes objectifs, certes, les objectifs de consolidation, de solidité, la garantie décennale, etc. Mais en revanche, le moyen pour atteindre ce résultat, on laisse la liberté d'innovation à tous les experts, à tous les professionnels pour pouvoir y arriver. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le chantier de la formation professionnelle. Il y a un SMS que vous avez passé, mais qui n'était pas en gros titre, qui est de dire est-ce que c'est aux entreprises de financer la formation professionnelle ou pas? Ce qui est sûr, c'est que la formation professionnelle, c'est la plus grande des sécurités qu'on peut offrir à tous les concitoyens. Donc l'engagement, il est énorme, c'est l'engagement, mais
ne serait-ce que républicain, d'apporter cette sécurité à travers la formation professionnelle. C'est un rôle des entreprises, parce que c'est aussi dans l'innovation, c'est un rôle des pouvoirs publics. La personne qui a écrit ce SMS a raison, et c'est pour ça que le chantier de la formation professionnelle vient d'être ouvert par le président de la République et la ministre du Travail, et c'est 15 milliards d'euros qui est mis sur la table par le gouvernement les 5 prochaines années pour financer cette formation professionnelle. Donc vous promettez un environnement favorable aux entrepreneurs pour préparer tout ça? Nous, moi, ma conviction, c'est 2 choses, c'est qu'il faut libérer et protéger. Protéger, c'est avoir ces normes qui sont nécessaires en termes de résultats, mais c'est libérer les énergies. C'est les gens qui sont dans la salle qui savent le mieux comment faire pour atteindre tel et tel objectif de résultat, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans la structure, etc. Et que ce n'est pas ni au Parlement, ni aux administrations de définir les moyens pour arriver au résultat. Donc il faut libérer les énergies des personnes qui sont dans la salle, en effet. Alors, merci, Monsieur le Ministre. On a les résultats. Monsieur le Ministre, justement, oui, à 65%, vous avez engagé la transition numérique dans l'entreprise, et non à 35%. Peut-être une réaction, Monsieur le Ministre? Moi, je trouve que, ça dépend si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je préfère le voir à moitié plein, me dire que la transition numérique, elle est enclenchée. Ce qui est sûr, c'est que cette transition numérique, elle doit continuer avec les problèmes structurels qu'on a évoqués, aménager le territoire, la formation professionnelle. Mais l'enjeu, il est de taille. On parlait de BIM. Bon, c'est vrai que cette méthodologie BIM, on le voit aujourd'hui, ceux qui l'emploient vont beaucoup plus rapidement dans la construction. L'objectif collégial partagé par tous, c'est construire plus vite, mieux et moins cher. Le numérique le permet. Et puis le numérique, c'est aussi objectivement tout l'enjeu du logement en tant que tel. C'est ce qu'on appelle la domotique, c'est les logements intelligents, c'est les bâtiments intelligents. Et Madame, vous indiquiez tout à l'heure que tous vos usagers se disaient moi aujourd'hui je veux piloter mon appartement par smartphone. C'est la réalité et sera encore plus vrai demain qu'aujourd'hui. Donc notre rôle à nous, c'est d'accompagner cette transition numérique pour que dans quelques mois, ça ne soit pas 65 mais 99%. Merci, Monsieur le Ministre. On va vous essayer d'imaginer justement ce que sera un entrepreneur connecté. Vous allez le découvrir dans ce petit film qu'on commente ensuite. Bienvenue dans le petit guide des entrepreneurs du futur. Ça, c'est Laurent. Laurent est un entrepreneur. Mais un entrepreneur du futur. Du futur proche. Laurent est plombier. Pardon, mais vous êtes qui? Et vous? Moi, c'est Laurent, on tourne une vidéo. Moi, c'est Bertrand, c'est ma vidéo. Pas du tout. Mais si. Non. Mais si. C'est ça, je m'en vais. Comme je le disais, Laurent est plombier. Non, électricien. Ou maçon. Ou peintre. Peut-être architecte? Non, disons que Laurent est chauffagiste. Ou... Enfin bref, Laurent est un entrepreneur du futur et il est hyper connecté. Comme chaque jour, Laurent a des rendez-vous. Il doit les planifier et pour cela, il utilise... Son agenda électronique. Cette application garantit à Laurent une parfaite gestion de son planning, tout en assurant à ses clients des interventions rapides et efficaces. Qu'il soit plombier... Où est la fuite? Maçon... Où est la fissure? Électricien... Le disjoncteur, il est où? Peintre... Elle est où, cette cloque? Chauffagiste. Je peux vous proposer ça en attendant? Quel que soit son métier, Laurent maîtrise le temps. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ce type d'application, Laurent maîtrise aussi son réseau client. Bonjour Madame Solange, Marie-Thérèse Catherine Pelletier, née le 16 août 60, mariée 3 enfants, 4 petits-enfants, 2 chiens, 1 chat et le petit perroquet que je vois là. Il maîtrise l'historique de ses interventions. Alors comment ça va vos tuyaux depuis ce fameux 4 août 2016? Et gère l'administratif en temps réel, du devis à la facture. Et voilà Madame Pelletier. Allez, à une prochaine. À la prochaine, Coco. Qui me parle? Mais le futur, c'est aussi des innovations. Ah oui, comme le BIM. Et oui, en effet, le BIM, ou Building Information Modeling, permet d'ores et déjà à Laurent, qu'il soit plombier, maçon, électricien, peintre, architecte, chauffagiste, ou bien plus encore, de centraliser et d'échanger sous forme d'un modèle virtuel 3D toutes les informations nécessaires au suivi d'un chantier.
Et puis, il disposera aussi de tout un tas d'objets connectés, comme par exemple le rouleau connecté, qui calcule le nombre de litres de peinture à utiliser. Fin du scan, veuillez préparer 18 litres de peinture. Ou encore le tuyau connecté, qui alerte en cas de fuite. Le marteau connecté qui accompagne le mouvement. Vas-y, plus fort. Encore plus fort. Tu peux le faire. Le tournevis connecté qui anticipe les mouvements. Encore un tour. C'est fini. Et voilà le travail. Mais aussi la pelle connectée. Vous venez de prendre 1,4 210 687 grains de sable. La lunchbox connectée. Miam, miam. Vous venez de prendre 23 calories. La ceinture connectée. Cran numéro 3, trop serré, veuillez changer de cran. La salopette connectée. Température du corps maximale atteinte. La transpiration connectée. Je coule. Les reins connectés. Veuillez vous réhydrater. Le cœur. 124 pulsations par minute. Respirez, respirez. Les poumons. Alerte, alerte, hyperventilation. Hyperventilation, hyperventilation. Mais Laurent sait que le futur passe par la préservation de soi pour ne pas tomber dans l'hyperconnexion. Et pour cela, il lui suffit d'éteindre son téléphone pro et sa tablette en fin de journée. Voilà, pour le petit film, on peut applaudir la prestation d'un des membres éminents de la Fédération française du bâtiment. On lui avait proposé spectacle de danse aussi, il a plutôt choisi le petit film. Geoffroy Roux de Bézieux, vous reconnaissez là. Est-ce que vous êtes d'abord, vous, un entrepreneur connecté? Bonjour à tous. D'abord, je ne sais pas si Bertrand Sablier est encore dans la salle, mais il a vraiment une carrière cinématographique devant lui. Le jour où il arrêtera la FFB pourra jouer dans les Tontons Flingueurs ou un film de ce type-là. Écoutez, j'ai envie de vous répondre, il n'y a plus d'entrepreneurs connectés ou pas connectés. Il ne faut pas tomber dans la caricature avec les patrons hyper connectés des startups qui sont les types formidables et puis le reste des entreprises traditionnelles. Je crois qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies bouleversent la vie des chefs d'entreprise. Donc là, c'est un petit peu la vie individuelle. Elles bouleversent évidemment les business models. Et puis, elles bouleversent aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, la relation avec nos salariés, qui est en train de changer à toute vitesse. Sur l'aspect transformation numérique, alors juste un petit mot sur votre sondage, transition ne me paraît pas être le bon mot. Parce qu'une transition, on a l'impression que ça va se passer doucement, que c'est un truc qu'on fait sur plusieurs années. La révolution. Le bon mot, c'est la transformation. Pas ubérisation, parce qu'ubérisation, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, ça fait presque peur, hein, se faire ubériser, entre guillemets, ça donne pas envie, mais la transformation, il faut se transformer et on doit être en transformation permanente. Donc cette transformation, elle doit générer, je reprends le mot que vous avez employé tout à l'heure, une saine appréhension. C'est comme un petit point noir qu'on a à l'horizon. Alors évidemment, on ne le regarde pas tout le temps parce qu'il est tout petit et très loin. Et puis un jour, on lève la tête et il est juste devant. Hein. C'est ce qui est arrivé à un certain nombre de professions. Vous connaissez tous l'exemple des taxis avec les VTC. Mais il faut avoir, certes, cette saine appréhension, mais le regarder avec optimisme, parce que je pense que c'est d'énormes opportunités pour nos entreprises. On le voit bien, d'ailleurs, dans toutes les technologies qui ont été présentées. Et un petit mot quand même sur ce qui a été dit sur la fin du travail. Je sais qu'il y a beaucoup d'économistes, notamment aux États-Unis, qui prédisent une sorte de fin du travail ou une raréfaction du travail avec la robotisation, le remplacement des hommes par les machines. Mais vous savez, c'est une théorie très ancienne. Ça vient de très très loin. Il y a des années, enfin même plus d'un siècle, un économiste, alors plutôt libéral, qui s'appelait Bastiat, qui avait fait la complainte des fabricants de chandelles quand l'électricité est arrivée, en disant vous allez tuer le métier, il n'y a plus de fabricants de chandelles, donc il n'y aura plus de travail, donc qu'est-ce qu'on va devenir? Donc à chaque transformation, c'était la révolution de l'électricité. Il y a ce type de réaction. Ce qui est vrai, c'est que la différence, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Donc autrefois, il fallait une génération pour changer de technologie. Quand les paquebots transatlantiques ont été remplacés par les avions de ligne, bon, ça a mis 30 ans. Là, ça peut se passer très très vite. Moi, j'ai commencé en entrepreneur dans les télécoms. Mon grand fournisseur, c'était Nokia. C'était 40% du marché mondial. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qui a encore un Nokia dans la salle. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise en vous enlevant le doigt, mais Nokia a disparu de nos poches. Donc, c'est vrai que ça va très vite et que ça touche à la fois le modèle, à la fois la vie du chef d'entreprise, mais celle de nos salariés. C'est un sujet prioritaire au MEDEF? Comment vous le traitez? Oui, alors, oui, le MEDEF
a un rôle effectivement de négociation avec les pouvoirs publics, avec les syndicats, mais celui qu'on connaît moins, c'est celui vis-à-vis de nos adhérents. Alors en le faisant de manière intelligente, parce que beaucoup de branches ont déjà entamé ce point-là. Hein. J'ai vu, je crois que c'est Madame Bérard là qui expliquait le rôle de la branche, enfin ou du moins de sa fédération professionnelle. Et c'est vraiment un rôle essentiel des corps intermédiaires. Je sais que les organisations professionnelles, les corps intermédiaires ne sont pas complètement à la mode en ce moment, mais elles ont ce rôle majeur d'entraîner, d'emmener leurs adhérents avec des modèles. Ils ne vont pas faire à la place. Hein. On n'est pas là pour faire à la place, mais on est là pour montrer ce qui marche. Et montrer à nos adhérents que celui-là l'a fait, les autres peuvent le faire. Moi, j'étais avant-hier à Manosque, l'Union des entreprises de Manosque, et il y avait la remise des pépites. C'est exactement ça. Ils avaient sélectionné donc ce territoire qui est un territoire de PME, une dizaine d'entrepreneurs, chacun dans un secteur, qui avaient réussi, ou entamé en tout cas fortement, leur transformation numérique, changer de business model, changer la manière de gérer les rapports au travail, changer la manière d'utiliser les outils, etc., etc., etc. Alors le bâtiment est un secteur qui innove à longueur de temps. On va le voir avec Virginie qui va nous faire une petite démonstration. Elle devrait rentrer sur scène, si elle y arrive. Alors, effectivement, ça ne se voit pas, mais je suis extrêmement à l'aise. Voilà. Je l'ai vu en coulisses. C'est un exosquelette, donc. C'est un exosquelette, et je suis accompagnée par Pierre Damezac, voilà, qui est avec moi, qui est aussi équipé. Alors, on n'a pas effectivement le même outil. Qui va nous faire un tour de magie. Geoffroy de Bézieux, si vous pouvez vous allonger, s'il vous plaît, on va faire un tour de magie avec. Je vais vous opérer, justement. C'était le piège, d'accord. C'est assez impressionnant, parce que je me crois dans Kubrick, c'est l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire qu'on est vraiment zéro gravité, en fait. C'est ça le principe ? Ah, vous n'avez pas de micro. Alors, je ne suis pas très non plus... Voilà, je peux piquer un petit micro, juste, voilà. Pour Pierre. Oui, donc le principe de fonctionnement, c'est l'isoélasticité d'un bras, ce qui fait que, effectivement, l'outil de travail est comme en gravité zéro. C'est à peu près comme si vous travailliez avec dans l'espace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, clairement, je ne sens pas le poids, en fait. Je ne sens pas la charge. Voilà, la charge ne disparaît pas, elle est simplement mieux répartie, elle est à 85% sur votre ceinture pelvienne, ce qui fait que vous protégez les parties les plus faibles et fragiles du corps, donc le dos et les bras. Alors nous, ça nous fait penser forcément à un métier qu'on connaît bien, c'est les steadicamers qui sont dans notre métier, en fait, qui nous aident, qui portent les caméras et qui effectivement, c'est une charge peut-être bien plus lourde d'ailleurs que ces outils-là, non ? Jusqu'à 50 kg pour des configurations 3D. Et c'est comme ça qu'en fait c'est venu, cette histoire de l'exosquelette. Racontez-moi l'histoire en fait, voilà, comment ça a démarré ? Depuis 15 ans, la société qui fabrique ça est le seul fabricant français de Steadicam. Voilà, on a une image, parfait. Et donc le principe est exactement celui-ci. Ah bon, voilà, hein, tiens, voilà, vous avez exactement le même matériel. Et donc le principe est exactement celui-ci, sauf que vous remplacez donc un électroportatif par une caméra ou inversement. Et donc depuis 15 ans, nous sommes le seul fabricant français de ce type de matériel. Et il y a 4 ans, on s'est dit pourquoi ne pas aider d'autres opérateurs que des opérateurs en audiovisuel ou cinéma-télé apporter autre chose que des caméras. Donc le raisonnement est extrêmement évident et le service rendu voilà, est très très clair, très très évident. Pour améliorer donc les conditions de travail, c'est très clair. Donc là, on est d'accord qu'avec ce genre de machine, on ne va pas remplacer l'homme, mais on va l'aider. Exactement. Il faut bien comprendre que ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas à permettre de faire plus, bien que les remontées du terrain nous parlent de facteur de 4, c'est-à-dire que sur le même temps, un opérateur fournit, juste parce qu'il force moins, 4 fois plus de travail. Voilà. Mais on ne cherche pas à faire plus, on cherche à faire mieux, c'est-à-dire à protéger les opérateurs de BTP plutôt qu'à les augmenter et en tirer davantage. En plus, on maintient le poste, donc c'est quand même pas mal. Exactement, on maintient l'humain au travail. Oui. Bon, comme vous êtes la seule entreprise, je ne vais pas vous demander combien ça coûte, mais enfin, je m'interroge quand même. Voilà, si c'est vraiment l'investissement. Ah bah dites-le moi alors. Est-ce que parmi nos chefs d'entreprise, on va voir, quelqu'un utilise ce genre de matériel chez vous? Même pas chez les FH? Pas encore. Si, il y a des essais qui ont été réalisés sur la route. Par la partie enrobée, hein. Il y a les finishers d'enrobé. Quand le finisher n'accède pas à votre cours pour mettre de l'enrobé, ou sur un trottoir qui est étroit, on a fait des tests avec des râteaux, avec les compagnons, pour tirer l'enrobé. Donc ça permet d'éviter des tendinites, parce que c'est bien sur une activité répétitive. Ça apporte un intérêt. Donc il y a un retour très positif à l'heure actuelle de ce type de produit.
Mais il faut comprendre qu'on est au tout début d'un marché qui naît, qui est en marche. C'est dorénavant inexorable, c'est-à-dire que dans 5 ou 10 ans, il y aura des exosquelettes absolument partout. Pas seulement de nous, évidemment, on peut l'espérer, peut-être une vingtaine, une trentaine de sociétés partout dans le monde. Mais à l'heure actuelle, c'est un marché qui naît. Et nous y voyons, nous, une perche tendue, une chance absolument énorme de pouvoir tout simplement transversaliser des savoir-faire d'une industrie à l'autre. Et vous avez un exosquelette naturel qui déjà est plutôt pas mal. Hein. Mais je ne pourrais pas tenir cet objet comme ça en lévitation. Mesdames, à vos SMS, n'hésitez pas. Très bien. Gilles Schnepp, en tant qu'industriel, vous travaillez justement sur ce genre de produit de demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Oui, alors. Les exosquelettes font partie des solutions qui appartiennent à l'industrie du futur. C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, plus généralement. Et aujourd'hui, dans les usines, y compris en France, on teste les exosquelettes, l'industrie 3D dont on a vu un exemple un peu avant, mais également les cobots, les robots collaboratifs, les véhicules autonomes autoguidés également. Donc toutes ces solutions commencent à se mettre en place. Et puis ce qui est peut-être le plus important, et là ça revient au point précédent qui est le point de la connectivité, également de mettre des capteurs dans tous les processus de fabrication, de telle manière qu'on puisse détecter toutes les situations qui sont améliorables. Et donc l'ensemble de ces thèmes d'industrie du futur représente un véritable saut quantique en termes de performance. Alors performance... Je reprends le terme du ministre d'il y a quelques instants, performance non seulement économique en termes de taux de service, mais également en termes social, avec bien sûr pour la qualité de vie au travail des avantages considérables. Nouveaux produits, nouveaux métiers. Absolument, nouveaux produits, nouveaux métiers. Aujourd'hui, c'est très concret. L'entreprise que je dirige, aujourd'hui, commercialise 10% de ces produits qui sont des produits connectés. Donc on parle de choses qui ont l'air d'être très futuristes, mais dans les entreprises, ces choses s'installent progressivement, mais finalement assez rapidement. Alors justement, Martine Larua, tout à l'heure, vous parliez de compétences. On s'est hâté de parler des hommes, et tant mieux, puisque finalement, c'est ce qui importe dans une entreprise, le capital humain. Alors justement, vous avez choisi eh bien de créer un projet autour d'une école interne, c'est ça ? Que vous avez créé et que vous financez, donc, j'imagine. Comment ça se passe? Pourquoi un tel choix stratégique? Alors, effectivement, tout à l'heure, j'avais commencé à en parler. Initialement, en 2012, le groupe Isor faisait face à un gros besoin de compétences, besoin de main-d'œuvre qualifiée et besoin aussi de chefs d'équipe. Et ce besoin ne pouvait pas être assouvi par ce qui existait sur le marché, c'est-à-dire tous les organismes de formation qui étaient présents. Et donc, à ce moment-là, nous avons pris le pari de créer notre propre école de formation, juste pour faire face aux besoins de nos clients. Pas simplement, pas simplement pour faire face aux besoins de nos clients, mais également pour faire face à un besoin de performance. Donc là, je réutilise le même mot, un besoin de performance qui pointait, les prix commençaient à baisser et les demandes de nos clients commençaient à... et c'est tout à fait logique, les exigences à être haussées. Donc, comment faire? Et nous, ce centre de formation, d'ailleurs, nous l'avons baptisé Isor, du nom de notre groupe, mais performance, puisque le but affiché, c'est d'être le plus performant possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment avons-nous fait? Nous sommes une petite entreprise. Nous n'avons pas des moyens très importants. Effectivement, nous avons financé le centre. La première chose que nous nous sommes dit, c'est que ce n'est pas la peine de financer des murs. Ce qui est important, c'est le contenu et la méthode pédagogique. Et pendant une année, eh bien, nous avons collecté, nous avons écrit, nous avons retravaillé les savoirs de notre entreprise. Et j'imagine que c'est comme vous tous, il y a beaucoup de savoirs non écrits, il y a beaucoup de savoirs qui sont dans les têtes des chefs d'équipe, des compagnons. Et quand on regarde la pyramide des âges, ça fait aussi un petit peu peur parce qu'ils vont partir. Donc avant de commencer l'enseignement, on a
on a capitalisé les savoirs de notre entreprise par la mise en relation des chefs de chantier chez nous, hein, des chefs qui avaient entre 40 et 55 ans, avec des nouveaux, donc des jeunes compagnons, mais également des gens des méthodes ou des ingénieurs. Vous avez fait le Tinder finalement du bâtiment. Si vous le dites. On a surtout fait un travail de mise en œuvre de notre savoir. Et ensuite, une fois que le savoir a été collationné, on en a fait un modèle pédagogique, là encore avec les salariés, des films vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on a de la vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple la vidéo que des tonnes d'écrits. Donc de la vidéo, des quiz, tout un modèle pédagogique. Et nous avons fait un appel à nos salariés qui veut bien être formateur. Et là, nous avons eu 3 personnes qui se sont manifestées, 2 chefs de chantier et un technicien méthode. Donc ça, c'est fantastique parce qu'on n'a pas toujours les moyens de proposer des carrières aux gens. Les gens qui sont des experts, qui ne deviennent pas des managers, comment faire pour continuer à ce qu'ils aient une flamme? Eh bien, le fait d'être formateur, ça donne un nouveau sens à la vie professionnelle. Nous les avons bien sûr formés et aujourd'hui, 5 ans après, ils sont toujours formateurs. Bien sûr, pas du tout avec les mêmes contenus parce que depuis 2012, notre activité a beaucoup bougé. Parce qu'on a introduit le BIM sur le chantier, on a fortement dématérialisé les documents, puisque nous avons entamé notre transition numérique il y a déjà 2 ans de ça. Donc, parce qu'on a l'école de formation en interne, on peut maîtriser aussi l'évolution du contenu. Donc aujourd'hui, 60 salariés ont été formés, alors c'est peu, mais à l'aune de notre entreprise, c'est beaucoup, avec une grosse satisfaction et des stagiaires et de leur chef d'équipe. Bien, bravo. Vous êtes présidente, Marie, maintenant du Centre de formation des apprentis. Quelle est votre stratégie à vous? Comment vous les attirez? Comment vous les fidélisez? Comment vous les gardez? Comment vous les faites monter en compétences, tous ces jeunes? Comme Didier Duchesne, d'ailleurs, qui nous a raconté son aventure ce matin. Oui, d'ailleurs, je remercie Didier pour son intervention de ce matin, qui était absolument passionnante. Effectivement, nous avons besoin de jeunes dans nos entreprises aujourd'hui. Et en tant que secteur du bâtiment, on s'est toujours beaucoup attaché à la formation de nos jeunes, et notamment par la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, pour les attirer, il faut avant tout déjà se faire connaître, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'orientation, on n'est pas forcément un secteur qui est très valorisé par les services d'orientation. Et donc, on les attire en leur parlant et par les moyens qui sont les leurs. C'est avant tout les réseaux sociaux, les SMS, c'est la meilleure solution aujourd'hui pour se faire connaître. Et surtout leur présenter les formations et des formations qui leur parlent. Et pour cela, on est en capacité aujourd'hui, dans la plupart de nos CFA, de leur proposer des formations qui débutent donc des premiers niveaux, mais qui vont jusqu'à un niveau d'ingénieur. Et ils ont des vraies possibilités de carrière. On a vraiment parlé d'ascenseur social aussi ce matin, et ça, c'est une valeur forte que l'on porte dans le bâtiment. Et c'est pas qu'une valeur, c'est une vraie réalité. Beaucoup aussi des jeunes qui ont commencé par un CAP, aujourd'hui sont chefs d'entreprise, et ça, faut le dire, et on en est très très fiers. Après, il faut aussi ne pas oublier qu'il faut les attirer dans nos entreprises, parce que ce système de formation, aujourd'hui, il ne repose pas que sur les centres, il repose avant tout sur les entreprises qui accompagnent les jeunes et qui les accueillent. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont beaucoup de demandes. Alors certes, c'est plus facile, j'ai envie de dire, d'innover dans les centres en leur proposant des formations connectées. On leur propose aujourd'hui d'apprendre, par exemple, la menuiserie sur des tables avec des lunettes, des gants pour qu'ils puissent apprendre en toute sécurité. Mais ce qu'on disait, voilà, c'est ça. Il faut que l'innovation, elle vienne aussi dans nos entreprises parce que c'est vraiment très important pour eux. Et ils ont aussi besoin, je crois, d'avoir des entreprises qui sont à leur écoute, parce que on entend tous dire « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, oh là là, c'est pas les mêmes qu'avant ». Et j'ai envie de dire bien heureusement. Je ne crois pas être la même que j'ai repris une entreprise familiale, donc je ne crois pas être la même dirigeante qu'était mon père, et j'espère que pas les mêmes salariés non demain, voilà, mes salariés ne seront pas du tout comme je suis aujourd'hui.
Donc non, je pense que c'est important aussi de s'adapter parce que on évolue tous les jours. Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Parce qu'en dehors de la longévité, on imagine bien que recruter à 18 ans ou 20 ans, peut-être, voilà, on imagine la longévité au sein de la société, mais qu'est-ce qui vous apporte tous ces jeunes? Eh bien, moi, je trouve que depuis quelques années, il y a eu un réel changement dans nos entreprises. Parce qu'il y a encore 10 ans, moi, quand j'ai débuté ma carrière dans le bâtiment, les jeunes qu'on intégrait étaient plutôt dans une situation, j'allais dire, d'attente. Ils venaient chercher une formation, mais en tout cas, ils attendaient qu'on leur dispense, en tout cas, les compétences et les savoir-être. Aujourd'hui, ces jeunes, en fait, ils ont énormément de demandes et ils n'hésitent pas à les exprimer. Donc, c'est aussi notre responsabilité de les écouter et ça, c'est absolument essentiel. Et par rapport aux collaborateurs et aux maîtres d'apprentissage, on a une réelle révolution dans les relations entre eux parce qu'aujourd'hui, les jeunes leur apportent aussi le changement, un accompagnement dans la mise en place, en tout cas, de toutes les évolutions de l'entreprise, puisque de tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, alors on entendait tout à l'heure, ne serait-ce que les connexions à distance, le fait de pouvoir aller télécharger sur des tablettes tous les documents nécessaires à la bonne réalisation du chantier, les jeunes sont très proactifs dans la mise en place de ces nouveaux outils. Et donc, il y a une vraie complémentarité qui s'installe entre les générations. On a de moins en moins, je trouve, cette fracture parce qu'on a un échange complémentaire de transmission des savoirs. Martine? Oui, j'aurais voulu rebondir et témoigner parce que effectivement, il y a la formation initiale utile pour que les salariés intègrent nos entreprises, mais on voit bien qu'il va falloir et qu'il faut déjà former tous les ans pour s'adapter à tout ce qu'il y a devant nous. Donc, comment on peut faire pour adapter nos collaborateurs et faire en sorte que l'entreprise suive le mouvement? Ça, c'est une vraie question. Et cette question-là, je pense que on se la pose tous. Ça va passer par, bien sûr, les formations qu'on nous dispense, que dispense la FFB, et ça va passer par le compagnonnage, etc. Mais il faut qu'on imagine d'autres choses. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'envoyer nos collaborateurs en formation pour suivre l'évolution, puisqu'il y en a tellement. Donc, on a posé ce problème-là dans notre groupe, et les jeunes nous ont dit, c'est un jeune chef de chantier qui nous a dit, écoutez, sur YouTube, on apprend à tout faire, à démonter un moteur, à changer une chasse d'eau. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas chez nous aussi des micro-tutos pour tous les points difficiles. Ouais, pourquoi on ne le fait pas? Et donc, celui qui dit, c'est lui qui est en charge, hein, généralement, du projet. Et donc, ce jeune chef, qui a été chef d'équipe et maintenant chef de chantier, a eu en charge le projet. Ils font des petites vidéos, des petites vidéos sur les points difficiles et sur les points qui changent. Et ça, c'est mis sur une base ouverte aux membres de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que le numérique nous fait changer, mais le numérique nous offre aussi des possibilités qui n'existaient pas de nous former, de nous adapter. Et les jeunes, effectivement, ils sont source de propositions et ils sont aussi formateurs. C'est eux qui forment les plus anciens. Et là, on est dans l'échange et c'est fantastique. On a une excellente question de mon camarade Victor ce matin, justement, à Didier Duchesne. C'est-à-dire que ça ne vous fait pas peur de former vos concurrents de demain, Nicolas Chabran? Du tout. Moi, j'ai une expérience que je peux témoigner. Grâce donc à la démarche qu'on a fait au niveau du BIM, on a décidé de s'équiper d'un logiciel de maîtrise. Donc le Kutch, hop, dans le tiroir. Donc on s'est Kutch. Voilà. Donc maintenant dans les études, on monte nos maquettes. Hein, donc c'est intuitif, hein, et puis c'est beaucoup plus passionnant. Et quand on fait un petit clic, on a toutes les quantités qui arrivent sur notre logiciel de chiffrage. Personne qui avait fait 20 ans de Kutch. Hein, et il s'est totalement bien adapté et je pense que c'est plutôt normal. Voilà. Et ça lui a revalorisé son métier
Et il a trouvé voilà, un second souffle, je dirais, entre guillemets. Et j'encourage toutes les entreprises, je dirais, voilà, à aller là. Il faut qu'on vous aide aussi, effectivement, à vous accompagner par de la formation et donner des moyens. Voilà. Et puis, ça va aussi, comme disait Martine, attirer les jeunes. Voilà, il y a le côté ludique, numérique, et ça va être formidable. Et c'est vraiment un enjeu aussi pour la profession. J'ai lu un SMS, voilà. bien les sûr, femmes, les savoir-faire. Les femmes aussi, on a vu. Les savoir-faire, il va falloir bien sûr les laisser, mais il faut aussi, je dirais, évoluer, absolument. Et le deuxième SMS, je pense qu'il était adressé à Edith, à Martine et à Marie. Les femmes aussi ont le bâtiment dans la peau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est certainement pour vous. Pour Virginie aussi. Alors justement, on va peut-être faire intervenir Victor Geoffroy Roux de Bézieux. Alors j'y vais. Ouais. On va parler de la culture client, en fait. Voilà, c'est-à-dire tous les collaborateurs de l'entreprise. Comment on la travaille, la culture client en France? Est-ce qu'on a de l'avance? Est-ce qu'on a du retard? Alors la culture client, elle est indispensable. Dans le B2C évidemment, mais dans le B2B, j'ai envie de vous citer une phrase de Sam Walton, qui était le fondateur de Walmart. Dans son premier hypermarché, il avait mis un panneau avec marqué « Ici, il n'y a qu'un seul patron, c'est le client, et il peut virer chacun d'entre nous en décidant d'aller acheter ailleurs ». Alors ça passe par la culture d'entreprise, c'est pas nouveau, hein. Je crois qu'en partie dans les PME, il y a une culture d'entreprise depuis toujours. Simplement, ça a été très bien dit, la jeune génération, alors vous avez dit, elle est plus exigeante, elle demande plus, elle est aussi plus volatile. Elle a besoin d'adhérer à un projet économique. C'est pour ça que je pense que notre métier, dans tous les secteurs, il passe de plus en plus par un dialogue économique et une forme de transparence, parce que les réseaux sociaux, l'information qui circule nous oblige à le faire, vis-à-vis de nos salariés. Alors, en France, on a une tradition du dialogue social, pas forcément une tradition du dialogue économique. Et il me semble que les années à venir, on va devoir inverser. Les ordonnances, pour faire un peu d'actualité, ont remplacé le comité d'entreprise par un comité, mais malheureusement, je crois que dans le décret, c'est social et économique. J'aurais préféré que ce soit économique et social, parce que c'est l'économique qui permet après de discuter du social. C'est pas facile, hein, toujours, pour un entrepreneur de faire un effort de vérité et de transparence. Enfin, c'est facile quand ça va bien. Quand vous n'avez que des bonnes nouvelles à annoncer, vous réunissez vos collaborateurs tous les mois, le chiffre s'est bien passé, les clients sont là, les marges sont là, etc. etc. Bon, puis quand ça tangue, on a plutôt envie de cacher les choses, on a plutôt envie de dire bon, tout va bien se passer. Et souvent, les problèmes dans les entreprises, ils viennent de là. Ils viennent quand on n'a pas dit, quand on n'a pas partagé l'information. Ce partage de l'information, il me paraît de plus en plus indispensable. Et de toute façon, si on ne veut pas le faire, d'une certaine manière, l'information, elle est partagée par les autres. Donc, il faut partager cette information. Alors, pour ne pas se tromper de sujet et mettre un peu comment dire, pas de polémique, mais enfin de sel dans mon propos, c'est pas la cogestion. Le partage de l'information avec les salariés. C'est quoi la différence, juste? La différence, c'est que l'actionnaire reste actionnaire, le patron reste patron, l'entrepreneur reste entrepreneur. C'est celui qui assume le risque, c'est celui qui risque son argent et qui prend la décision. Partage de l'information, c'est l'idée que le dialogue économique, hein, moi j'aime bien ce mot de dialogue économique qu'il faut qu'on essaie de pousser dans les actions patronales, c'est l'idée de partager un projet, de dire voilà ce qu'on va faire, voilà comment l'année va se dérouler, de faire un point d'étape régulièrement. Et d'ailleurs, je suis persuadé que dans les entreprises de taille intermédiaire, dans les PME, dans les TPE, ce partage il a lieu très régulièrement, depuis très longtemps, de manière informelle, bien au-delà des obligations légales qui nous sont imposées par les uns et par les autres. Et comment ça va l'huile d'olive alors? Parce que c'est le dernier secteur dans lequel vous êtes lancé. On va sortir un peu du bâtiment. Je pourrais m'en tirer facilement en vous disant ça baigne dans l'huile. Mais ne nous racontez pas de salade. Écoutez, c'est une entreprise qui était typiquement une petite PME française que j'ai reprise, donc peut-être tout le monde ne le sait pas, une activité de technologie, mais aussi une activité dans l'huile, basée dans le sud de la France, et qui souffre au fond un peu des maux de toutes les entreprises françaises, c'est-à-dire d'abord une petite taille, l'exporte, mais elle est petite à l'exportation, et puis peut-être une faible capacité d'innovation. Donc on est en train de remettre tout ça dans le digital, dans la transformation, en essayant justement d'expliquer aux salariés pourquoi on le fait, pourquoi ça doit changer. Vous savez, l'être humain n'aime pas le changement, hein, faut dire ce qui est. Et donc quand on est en transformation, il faut expliquer tout le temps. Vous êtes tranquille, il n'y a pas encore d'imprimante 3D qui fabrique de l'huile d'olive. Pas encore. Vous avez de l'avenir. Les bouteilles bientôt. Juste parler de la relation client.
parce que c'est un point important. Est-ce que la culture client doit toujours faire partie de l'ensemble des compétences de tous les collaborateurs d'une société? Oui, j'ai un peu répondu. On a aujourd'hui des hiérarchies qui s'aplatissent. On a aujourd'hui des salariés, particulièrement les plus jeunes, qui s'informent en dehors de ce que peut être le discours officiel de l'entreprise. Et donc, on a besoin de partager cette culture économique et que tout le monde soit au service d'un projet économique et ensuite d'un projet social, évidemment dans cet ordre-là. Mais il ne faut pas se tromper, on dit que les Français n'aiment pas l'économie. Je pense qu'au contraire, ils sont de plus en plus intéressés et de plus en plus compétents. Et plus ils seront compétents, plus le dialogue sera de bon niveau. On ne peut pas vivre dans une société avec des informations asymétriques. Donc, peut-être que ça a fonctionné pendant des années, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'affronter ce dialogue économique quand ça va bien, quand ça va mal. Et ça permet une transformation de la culture client de tous les salariés. Gilles Schnepp, vous êtes d'accord? Une réaction? Oui, moi je trouve qu'on a beaucoup parlé de jeunes et c'est très très important de comprendre que les millennials, ces jeunes des années 2000, ils réfléchissent et ils agissent différemment, ils attendent autre chose de l'entreprise. Je trouvais que l'exemple était très intéressant de voir tout à l'heure un chef de chantier ou un chef d'équipe qui devient formateur. Il faut pouvoir offrir ces passerelles aux jeunes qui arrivent dans les entreprises. Vous savez, on parle souvent du burn-out, mais les anglo-saxons parlent pour les jeunes du brown-out, qui est la notion du désintérêt par rapport à la mission qui est la leur. Et donc il faut, c'est pour les chefs d'équipe, pour le management, pour les entrepreneurs, il faut expliquer, il faut donner du sens à ce que font les jeunes. Et je trouve que le numérique, le digital, dans lequel les jeunes apportent une valeur ajoutée évidente parce qu'ils sont nativement à l'aise avec le digital, c'est une formidable occasion de les responsabiliser et de les faire aider à progresser en entreprise. Eh bien justement, on va en accueillir des jeunes, des futurs jeunes champions même, Virginie. Et oui, la jeunesse dans le bâtiment, c'est l'excellence. Et nous allons demander à toute la salle une standing ovation pour la délégation française aux Olympiades des métiers, s'il vous plaît. Alors, sont-ils avec nous? Voilà, ils vont nous rejoindre. La délégation de Bruxelles. Les voilà. Voilà toute la délégation des Olympiades des métiers. Bonjour. Venez nous rejoindre. Ravi. Félicitations. Avec tout le monde en tenue olympique. Hein. Bonjour monsieur. Ah oui, franchement, attendez, permettez. World Skills France. Voilà, il y a un petit pin. Alors comment ça se passe? Comment ces jeunes, venez avec nous, se sont préparés? Groupez-vous. Hein, on va vous donner un micro à chacun. Une femme. Tac, tac, tac. Il y en a une. Venez, venez, venez. De ce côté. Voilà. Ouais, c'est le moment de déposer vos CV en même temps, là, les gars. Alors, racontez-nous. Racontez-nous un peu, comment, pourquoi vous l'avez fait déjà? Comment ça a démarré? Hop, micro. Micro, voilà. Merci, déjà ravi d'être là. Comment ça a démarré? C'est une petite histoire européenne qui est née en 1947, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes dans l'ombre, là. Où déjà, en Espagne, ils se rendaient compte, mais pas simplement qu'en Espagne, partout en Europe et partout dans le monde, que les jeunes ne venaient plus naturellement vers les métiers. Donc il y a eu un personnage qui a été un visionnaire, pour le coup, qui s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire, de manière à ce que les jeunes parlent aux jeunes. Et il a imaginé quelque chose qui s'assimile aux Jeux Olympiques en disant, ben voilà, il faut les mettre en compétition, il faut qu'il y ait du public. Aujourd'hui où nous en sommes, 76 pays dans le monde, dont la France, une compétition qui se passe pendant 4 jours, et l'équipe de France qui est simplement le tiers ici, il n'y a que les jeunes qui représentent les métiers du bâtiment qui sont présents, sinon ils sont 38, et nous partons mercredi pour Abu Dhabi pour 4 jours de compétition. Quelques exemples de disciplines peut-être parmi ces jeunes? Alors, non, mais je vais passer le micro si ça ne vous dérange pas. Au pif, je choisis. Mademoiselle. Ah bah oui, non, mais bon, à un moment, attendez, il faut se dire, on est quand même peu nombreuses ici, hein, n'est-ce pas? Alors, moi je suis très admirative, donc je me glisse, hop, au milieu de vous. J'ai fait aucune Olympiade, mais ça me... Alors dites-nous, quelle spécialité? Peinture et décoration. Et comment ça s'est passé pour vous?
Comment vous êtes préparé? Je me suis préparée chez moi et en centre d'excellence, après les heures de travail. Voilà. Peut-être vous, monsieur? Moi, je suis charpentier et puis je me suis aussi entraîné sur mon temps libre après le travail. Ah oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous sortez du travail à 19h et toute la soirée? Oui, c'est ça. Et tout le week-end. Bah dis donc, on est peu nombreux à le faire. Hein. Et comment sont-ils sélectionnés? Vous prenez parmi les meilleurs, les plus assidus, ceux qui arrivent à l'heure? Comment ça se passe? Pas du tout. En France, comment ça se passe? Eh bien, il y a des sélections régionales. Ce sont les conseils régionaux qui portent cela avec l'ensemble des organisations professionnelles. Et je tiens vraiment, vraiment à remercier la Fédération française du bâtiment qui est vraiment porte-drapeau de l'ensemble des actions qui se passent dans l'ensemble des régions parce qu'ils aident des jeunes à se préparer, ils les incitent à s'inscrire. Donc, il y a environ 7500 jeunes qui s'inscrivent tous les 2 ans en France. Il y a des sélections régionales qui se passent et puis dans chaque sélection régionale, il y a un jeune qui est donc médaillé d'or dans un métier. Et puis régionalement, on constitue l'équipe régionale qui vient au final national. Les dernières ont eu lieu à Bordeaux au mois de mars. Oui, pardon. Pour les Olympiades, c'était à Rio. Il y avait eu un formidable film d'ailleurs sur ces Olympiades. À Lyon, c'était il y a très très longtemps. Ouais. Ah bah c'est un vieux film alors. C'est pas comme ça. Donc le final national, eh bien à Bordeaux, il n'y a pas eu moins de 70 000 personnes qui sont venues, dont 30 000 enfants des écoles primaires, secondaires, qui sont venus pendant 3 jours découvrir l'existence des métiers et voir des jeunes, des stars, pratiquer leur métier. Parmi ces visiteurs, il y a eu notre président de la République qui a passé quelques heures. Et à la suite de cette finale nationale, eh bien, nous constituons l'équipe de France parce qu'ils sont tous champions de France dans leur spécialité. Et cette équipe de France, depuis le mois de mars, se prépare sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique aussi, parce qu'il faut savoir bien faire et le faire super vite dans un temps donné. Hein. Devant Sao Paulo, c'était 220 000 personnes qui sont venues les voir. Ah oui, quand même. Et est-ce que les chefs d'entreprise sont tout à fait réactifs quand vous leur parlez des Olympiades? Ils sont sensibles à ça? Ah oui, ils sont plutôt sensibles. Et puis d'ailleurs, on doit remercier tous les chefs d'entreprise qui, à un moment donné, ont permis aux jeunes de pouvoir participer à cette compétition et puis de les soutenir dans la compétition. Et nos jeunes, ils sont très modestes parce que quand on disait tout à l'heure, oui, on s'entraîne en centre d'excellence, etc. Enfin, l'entraînement pour arriver à ce niveau-là de la compétition, on parle de 70-75 heures de travail semaine. Et tout ça mêlé avec la vie de l'entreprise ou la vie du centre de formation. Donc c'est vraiment un investissement énorme qu'ils font, ces jeunes. Et derrière, on a nombre de professionnels qui les accompagnent. Il faut savoir que derrière chacun des jeunes, c'est des bénévoles, c'est des dizaines de bénévoles qui vont à un moment donné les entraîner ou à un moment donné les accompagner pour pouvoir arriver à ces plus hautes marches du podium. Félicitations en tout cas ouais, à vous on tous, peut les applaudir une nouvelle fois et puis bonne chance C'est pour la admirable. compétition. On va remercier tout le monde sur ce plateau.